Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette conférence. Alors, on va bientôt démarrer, on va démarrer tout de suite d'ailleurs. C'est parti. Ok, donc bienvenue à cette conférence sur les cours, sur les concours Access et Sésame. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine et directeur de Prépa Campus, donc une prépa au concours Access et Sésame notamment. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin, qui est un étudiant du BBA de l'ESSEC et qui a passé le concours Sésame il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans, il est en troisième année. Tu veux te présenter rapidement, Quentin? Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis actuellement en troisième année de l'ESSEC et je suis en fait dans la filière ESSEC Berkeley, qui est une sorte de double diplôme proposé à l'ESSEC. J'étais à Prépa Campus il y a 3 ans et demi à peu près. Aujourd'hui j'accompagne Johan pour répondre à vos questions. Ok, bah voilà. Merci, Quentin. Donc, en fait, ce que je fais pendant les conférences sur les concours en général, c'est que je demande à un étudiant de participer pour que vous puissiez aussi poser vos questions à un étudiant qui est en école. Et donc peut-être que son avis pourra vous intéresser. Il aura peut-être aussi une vision des choses qui est différente de la mienne et qui sera peut-être aussi complémentaire. Et donc, c'est pour ça que Quentin est là parmi nous aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous dire que voilà, la présentation, elle va durer une trentaine de minutes. Et ensuite, il y aura une trentaine de minutes qui seront réservées pour vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les mettre dans la discussion. Et à la fin de la présentation, Quentin me les lira au fur et à mesure les questions et je prendrai le temps d'y répondre avec lui. Donc voilà, vous pouvez écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pendant les 30 minutes qu'on a, toutes les informations qui sont importantes. Et ensuite, on complétera pendant la phase de questions. Donc là, on a le petit sommaire. On va commencer tout de suite. En fait, avant de se dire, je vais me lancer dans des études de gestion, je vais faire une école de commerce post-bac, il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est quelles sont en fait mes possibilités, quelles sont les différentes filières que je peux faire quand je souhaite faire des études de management. Donc en fait, passer par les concours, c'est une option parmi d'autres, et c'est l'option des écoles post-bac. Donc les écoles post-bac, les durées des parcours sont entre 3 et 5 ans au sein de ces écoles-là. Donc, on a trois types de programmes qu'on peut faire quand on fait une école post-bac. Soit on fait un bachelor en 3 ans, c'est une licence. Soit on fait un BBA en 4 ans. Et donc, ça correspond à une licence plus une année de master 1. Mais ça, si on s'arrête que au BBA, on n'a qu'un grade de licence en réalité parce que le master 1 n'est pas un diplôme en France. Mais par contre, si vous voulez pousser pour un master 2, vous avez déjà les crédits liés à la première année de master. Donc, il vous suffit de rajouter une seule année en école ou à l'université pour pouvoir avoir le grade de Master 2. Et ensuite, vous avez les programmes en 5 ans qui sont souvent appelés programmes grande école. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les programmes en 5 ans ne sont pas forcément meilleurs à tous les coups que les programmes en 4 ans ou en 3 ans. Toutes les écoles post-bac ne sont pas, enfin, toutes les écoles post-bac ne sont pas réunies dans les concours Access et Sésame. Il y en a encore plein d'autres. Par contre, toutes les meilleures écoles post-bac sont soit dans le concours Access, soit dans le concours Sésame. La seule école qui est très bonne selon moi et qui n'est pas présente dans les deux concours, c'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, en fait, si vous voulez y postuler, donc ça prend moins 4 ans, un BBA, c'est possible de postuler sur Parcoursup. C'est un dossier à transmettre et c'est un entretien qui est sous le même format que les entretiens pour les écoles d'Access et de César. Donc, du coup, les écoles post-bac, c'est que des écoles privées, donc elles sont payantes. Ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'année environ. Et elles ont toute cette spécificité qui est que vous allez avoir quand même pas mal d'expériences professionnelles avec des stages. Elles sont souvent aussi très tournées vers l'international et donc vous allez avoir tout le temps minimum un semestre à l'étranger, voire plus si vous avez envie. Et selon les programmes, ça peut même être beaucoup plus. Vous pouvez avoir plusieurs années à l'étranger parfois. Et donc, j'ai mis difficulté de la formation entre 1 et 5. En fait, la difficulté de la formation, je pense plutôt en réalité au prestige de la formation. Et pourquoi on va que jusqu'au niveau 4? Parce que les meilleures écoles de commerce, enfin les meilleurs parcours en fait en management
ne sont pas accessibles en post-bac. Ils sont accessibles uniquement via les classes préparatoires, et donc je vais y venir juste après. Par contre, tous les meilleurs programmes en post-bac, donc tous ceux qui sont notés 3 ou 4, disons, sur 5, dans ce classement, comment dire, non officiel, voilà, c'est tous par Access et Sésame, sauf le bibier de l'EDEC, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, si vous voulez faire les meilleures des meilleures écoles, la crème de la crème, c'est juste via les classes préparatoires. Donc, quand je dis ça, c'est que la meilleure école de commerce post-bac en 5 ans, c'est l'IESEG. C'est du même niveau que le bibier de l'ESSEC, à peu près. Et c'est classé comme étant la septième meilleure école de commerce de France. Donc, ça veut dire que les 6 premières, elles sont accessibles uniquement via classe préparatoire. Et en réalité, je dirais qu'il n'y a pas un gros gap entre la cinquième, la sixième et la septième. Mais par contre, les 4 premières, elles ont une vraie avance. Et les 4 premières, c'est HEC en programme grande école, l'ESSEC en programme grande école, l'ESCP, programme grande école aussi, et le M Lyon. Et donc, en fait, ces 4 écoles-là, notamment, ne sont enfin, en programme grande école, en tout cas, vous pouvez y rentrer uniquement via les classes préparatoires. Et donc, du coup, ça veut dire que vous faites 2 ou 3 ans en prépa, et ensuite, vous faites votre cursus à l'école. Sinon, ça présente à peu près les mêmes caractéristiques que pour les écoles post-bac, juste ça peut être plus cher. Une année HEC, c'est plus dans les 20 000 euros que dans les 15 000 euros. OK? Pareil pour l'ESSEC et pour le SCP. Autre chose à préciser, c'est que, en fait, au moment où vous allez, enfin, ça c'est un petit conseil perso, au moment où vous allez faire vos dossiers sur Parcoursup, si vous hésitez entre une prépa et une école de commerce post-bac, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les deux. Et si jamais vous êtes admis après en juin dans une très bonne prépa qui rentre beaucoup d'étudiants dans les 3-4 premières écoles, bah là, ça peut valoir le coup de se dire bah, je vais faire une prépa. Si vous voyez que dans votre prépa, dans les prépas où vous avez été prise, c'est des prépas qui ne sont pas d'un top niveau et qu'en fait, il rentre au final très peu de monde dans les 4 premières. Si vous êtes pris à côté, par exemple, à l'IESEG ou à l'ESSEC, ou dans d'autres très bonnes écoles de commerce post-bac, dans ce cas-là, ne réfléchissez même pas, foncez sur l'école post-bac parce que vous aurez difficilement mieux que ce que vous avez eu en post-bac. Donc, vous allez peut-être perdre du temps et ça va être quelque chose, ça va être 2 années ou 3 années qui vont être très stimulantes intellectuellement en prépa, mais qui vont être difficiles. Et derrière, vous n'êtes pas sûr d'être admis dans une aussi bonne école que, par exemple, l'IESEG. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez faire aussi des très bons parcours de management à l'université. Donc, c'est des parcours en 5 ans pour avoir un master 2. Souvent aussi, vous avez la possibilité de faire une année de césure pour ajouter des stages. Parce que quand on est à l'université, il y a très peu de stages en réalité. Vous allez avoir peut-être 3 mois en troisième année et peut-être un stage de fin d'études au moment de votre master 2. Donc, si vous voulez avoir plus d'expérience professionnelle, il n'est pas rare de faire une année de césure pour faire des stages en plus. Vous pouvez aussi faire des échanges et aller à l'étranger. C'est beaucoup moins développé à l'université que dans les écoles de commerce, mais ça existe. Il y a des universités comme Dauphine qui a ça, qui est quand même un cas particulier où vraiment beaucoup d'étudiants partent à l'étranger. Dauphine, ça ressemble vraiment à une école de commerce, soit dit en passant, en termes de structuration de vie associative, etc. Mais sinon, en fait, bon, si on met à part Dauphine, quand vous êtes à l'université, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes parmi les meilleurs de votre université, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à des parcours d'élite, entre guillemets. Et ces parcours d'élite, ils vous permettront de faire des études qui sont vraiment de très bonne qualité et ensuite même de rebondir et d'aller vers d'autres formations qui sont très élitistes, même si vous partez d'une université qui n'est pas la meilleure université de France. Plus votre université elle est bonne, et moins ça sera difficile, entre guillemets, de rebondir et d'aller vers des top formations. Ensuite, voilà, si vous voulez faire des études plus courtes, vous pouvez faire le BUT en 3 ans, et après 3 ans, vous pouvez rebondir à l'université ou en école si vous avez envie. Ou vous pouvez faire un BTS en 2 ans. Je vous déconseille de faire un BTS si vous voulez faire plus que le BTS, parce que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas trop facile de rebondir. C'est possible de faire des admissions parallèles, de rentrer à l'université, etc. Mais ce n'est pas si facile que ça. Et donc, les BUT et BTS, ce n'est pas du tout international. Et parfois, par contre, ça peut être gratuit quand c'est public. Okay, il y a des BTS qui sont payants aussi. Donc voilà, ça c'est pour vous faire vraiment un petit overview des études de management. Excusez-moi, je vais le dire en français. Un petit aperçu, un petit tour d'horizon, voilà, pardon, des études de management en France. Et donc maintenant, on va se concentrer sur les concours Access et Sésame. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a vraiment dans le concours Access, ce qu'il y a dans le concours Sésame, les nouveautés aussi qu'il y a cette année. Et après, on parlera vraiment du contenu des épreuves écrites.
Donc, le concours Access, c'est un concours qui est très populaire et qui réunit trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Donc, ces trois écoles que vous pouvez intégrer via le concours Access, elles ont des programmes grande école en 5 ans. Donc, ils donnent un grade de master. Il y a trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique. Beaucoup d'étudiants aiment ce concours-là parce qu'il y a l'IESEG déjà et l'ESCA. Okay, l'IESEG et l'ESCA, c'est considéré comme les deux meilleurs. En tout cas, l'IESEG, c'est le premier, ça c'est sûr. Et l'ESCA, c'est considéré par beaucoup comme étant le deuxième meilleur programme grande école que vous pouvez, dans lequel vous pouvez rentrer en post-bac. Et donc, c'est tous les deux des très bons programmes. Ils ont beaucoup de places. Il y a 1200 places à l'IESEG, un peu plus de 1000 places à l'ESCA. L'ESDES, c'est un peu moins bon, c'est un peu moins coté, disons. Il y a beaucoup moins de places. Il y a peut-être 300 places à l'ESDES, à peu près. Et donc, si on revient sur les écoles du concours Access, euh, donc il y a à peu près 2500 places en tout dans tout le concours, donc 2200 pour l'IESEC plus l'ESCA, pour 7000 inscrits. OK, 7000 inscrits, il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que si vous vous préparez bien, en gros, sur les 7000 personnes, tout le monde ne se prépare pas très bien. Donc, si vous vous préparez bien, tout de suite, vous allez être ça va être plus facile d'être dans les 2000 premiers. OK. Euh, le concours Access, cette année, l'écrit, c'est le 11 avril. Ensuite, il y aura des épreuves orales. Et il y a une grande nouveauté cette année, c'est que pour les étudiants qui ont des très, très bons dossiers, donc là, je parle de ceux qui ont 16,5 moyenne, 17 de moyenne, 17,5 moyenne, il y a ce qu'on appelle cette année les grands admissibles. Ça veut dire que les meilleurs d'entre vous pourront être sélectionnés pour aller directement à l'oral, sans passer par la phase écrite. Donc, si vous êtes un très, très bon étudiant, au moment où vous aurez vos résultats de Parcoursup, enfin, au moment où vous allez après avoir déposé vos dossiers de Parcoursup, vous pouvez recevoir un mail du concours Access qui vous dit vous êtes un grand admissible, vous êtes exempté d'épreuves écrites, et donc du coup, vous pouvez aller directement aux entretiens. Donc ça, c'est top. Malheureusement, vous ne le saurez que probablement début avril, peut-être 2 semaines avant en fait, les concours. Mais en tout cas, ça vous enlève une vraie pression. Euh, Ceci étant dit, pour passer le concours Access, pour moi, ça demande juste de la motivation et d'être sérieux. Mais en gros, quand nous, on prépare des étudiants, on arrive à tout le temps à avoir des excellents résultats sur ces concours-là. L'année dernière, 98% des étudiants ont eu une des trois écoles. 95% des étudiants ont eu soit l'IESEC, soit l'ESCA. Donc, ça fait, on va dire, enfin, les étudiants, quand ils se préparent bien, ils ont des très bonnes chances de rentrer dans ces écoles-là. Euh, Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que tous nos étudiants qui sont arrivés aux oraux, ils ont réussi leurs entretiens derrière, donc ça, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment le fil des écrits qu'il faut réussir à passer. Et voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que il y a quand même des prérequis à avoir en mathématiques. C'est-à-dire que si vous faites pas maths complémentaires en terminale, ou si vous êtes en STMG, eh ben, ça va être plus difficile pour vous de préparer le concours Access. Ça ne veut pas dire que ça va être impossible. Tous les ans, on a des étudiants qui sont en STMG ou qui ont arrêté les mathématiques, qui souhaitent passer le concours Access. Ça veut dire qu'ils vont devoir travailler plus que les autres pour rattraper la partie du programme qu'ils n'ont pas faite en cours. Donc, nous, avec nos préparations, on fait tout ce qu'il faut pour vous permettre de rattraper ça. Même en dehors des cours, on reste toujours en contact avec vous pour vous donner le travail nécessaire, pour vous permettre de monter en compétence et donc d'être prêt. Mais ça veut dire qu'il vous faudra plus de temps. Donc, si vous êtes un élève en SMG, que vous n'êtes pas un très bon élève, je vous conseille de éviter le concours Access si vous êtes un élève moyen et peut-être vous concentrer sur le concours Sésame où là, vous n'allez pas avoir ce handicap qui est lié aux mathématiques et qui est complètement surmontable. OK. Maintenant, on a le concours Sésame. Le concours Sésame, il réunit 15 écoles et 18 programmes. On se dit, s'il y a 15 écoles, pourquoi tout le monde ne fait pas que le concours Sésame? La raison, c'est que les gens ils veulent aussi entrer à l'IESEG et à l'ESCA et que sur les 15 écoles du concours Sésame, toutes n'ont pas le même niveau. Donc, pour être clair, avoir une école au concours Sésame, c'est facile. Ce n'est pas difficile. Vous n'avez pas besoin de moi pour avoir, enfin, d'une prépa en général. Même, vous n'avez peut-être pas besoin de vous préparer, d'ailleurs, pour rentrer dans une école du concours Sésame. Ce qui va être difficile, c'est de rentrer dans une bonne école du concours Sésame. Comme je vous ai dit, elles n'ont pas du tout toutes le même niveau. Bon, il y a bien des étudiants qui arrivent à avoir 0 école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un étudiant qui est moyen, il arrivera à avoir une école pas folle. Maintenant, si on vise vraiment les bonnes écoles, c'est-à-dire le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de Neoma, le programme Grande École de l'EM Normandie,
le BBA de Schema, de Kedge ou d'Excelia ou le MLV, et ben là, en fait, là, on a des bons programmes. Et donc, du coup, bah, c'est les meilleurs étudiants qui ont accès aux meilleurs programmes. Et après, bah, plus vous êtes bon, plus vous aurez le choix, en fait. Euh, donc, le concours Sésame, c'est le 15 avril et il fait peau neuve cette année. C'est-à-dire qu'ils ont un peu changé l'organisation du concours. On va revenir sur les matières après. En fait, on a les langues toujours comme avant, sauf qu'avant, on avait 30 questions et 30 questions à faire en 1 heure. 30 questions pour votre première langue, enfin pour l'anglais, 30 questions pour votre autre langue. Aujourd'hui, c'est 35 et 35 en 1 heure. Si je dis pas de bêtises, 40 et 40, je crois que c'est 35 et 35. On va voir si c'était 35. Je crois que c'était 30 et 30, c'est passé à 35 et 35. Ou alors c'était 35 et 35, c'est passé à 40 et 40. On va voir ça juste après. On a l'épreuve d'analyse documentaire, elle n'a pas bougé. L'épreuve d'enjeux contemporains, c'est les actualités des 10 derniers mois, ça n'a pas bougé. Et en fait, avant, on avait une épreuve qui s'appelait raisonnement et compétences, où il y avait une partie logique générale qui a été supprimée et remplacée par les compétences digitales. On avait une partie raisonnement mathématique qui est devenue les mathématiques. Sauf qu'avant, ça durait une demi-heure, maintenant c'est 40 minutes, et maintenant il y a 20 questions, alors qu'avant il y en avait 15. Et on avait une partie qui s'appelait aptitude verbale, qui s'appelle maintenant français, et qui est plus longue qu'avant. Okay. Au concours Sésame, vous allez trouver des programmes BBA en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans. Donc, par exemple, Neoma propose 2 programmes, un en 4 ans, un en 5 ans. C'est pour ça qu'on a 15 écoles, mais 18 programmes, parce que certaines écoles ont plusieurs programmes. Et ce n'est pas parce qu'un programme est plus court qu'il est moins bon, ça je l'ai déjà dit. Donc, le meilleur programme du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Pour moi, c'est aussi bon que l'IESSEC sans problème. Et c'est un programme en 4 ans. Okay. Mais ça veut dire qu'un étudiant qui fait l'IESSEG, qui fait le BBA de l'ESSEC, c'est bien qu'il rajoute une 5e année à la fin pour valider son diplôme de Master 2. Sauf qu'il aura des superbes opportunités pour faire sa dernière année. Un étudiant de l'IESSEG, une fois qu'il a fini l'IESSEG, il a fini. Il peut continuer s'il a envie, mais il a son Master 2, il a terminé. OK. On va passer, avant de passer aux matières, voilà, on voit les classements des écoles. En fait, ça, le premier, c'est un classement du Figaro et le deuxième, un classement de l'étudiant, au contraire. Je ne sais plus. Donc, c'est le classement de l'année dernière. Et en gros, donc le premier classement, c'est les programmes en 5 ans. On voit le meilleur programme, c'est l'IESEG. Après, on a EM Normandie, ESCA, EMLV. Je pense qu'aujourd'hui, l'ESCA est revenu deuxième devant l'EM Normandie. Mais depuis que l'EM Normandie a ouvert son campus à Oxford, un nouveau campus à Oxford, ça a encore amélioré leur notoriété. Et donc, c'est aussi un très bon programme. Mais je pense que l'ESCA est un petit peu devant, selon moi. Et pour les BBA, on voit que tous les meilleurs BBA, ils sont dans le concours Sésame. Et en fait, ces classements-là, ça ne prend pas que en compte les écoles d'accès Sésame, ça prend en compte toutes les écoles réunies. Et on voit que toutes les meilleures écoles, elles sont dans les programmes Accès Sésame. Maintenant, les classements, ça a des limites. Comme je vous dis, l'ESCA, moi, je le vois devant le Normandie. Excelia, pour moi, ce n'est pas devant le BBA de l'EDEC, qui n'est pas dans le concours. Alors que quand on regarde le classement, je crois que c'était un classement de l'étudiant, celui-là, il arrivait 7e, peut-être, le BBA de l'EDEC. Pour moi, le BBA de l'EDEC, il est 2e ou 3e, maximum. OK. L'UM Lyon, c'est aussi en train de monter. Donc, entre Neoma et l'UM Lyon, comment dire, il y a un vrai duel pour ce qui est le meilleur BBA des deux. Et l'UM Lyon, ce qu'il faut savoir, c'est que le BBA, il est assez récent et il monte beaucoup aussi en termes de notoriété au fil des années. Et donc, il s'est imposé comme un des meilleurs BBA déjà après 3-4 ans. Donc maintenant, on va passer rapidement sur les épreuves. Donc, vous avez des épreuves de langue. L'épreuve d'anglais d'accès et l'épreuve d'anglais de Sésame, les deux, elles sont différentes. L'épreuve d'anglais d'accès, elle est plus difficile selon moi parce que vous avez beaucoup de questions en peu de temps. Par contre, le programme, c'est le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Access, vous allez avoir 50 questions avec 4 propositions. Donc, je vous ai mis un exemple de question. Et à chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc, ça veut dire que pour une question, il faut donner 4 réponses. Chaque fois, vrai, faux, pour dire si c'est correct grammaticalement ou pas. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Donc, vous n'avez pas trop le temps de réfléchir. C'est en ça que c'est vraiment difficile. Et en fait, la structure des questions, c'est que c'est 40 questions avec 4 propositions de grammaire, de conjugaison, etc., plus 25 UCM, souvent de la grammaire. Et vous allez avoir 10 questions qui vont être sur des textes, de la compréhension de texte. OK. Sésame, ça va être que des questions en format QCM. Et vous allez avoir, donc du coup, c'est 40 questions. C'est passé de 35 à 40.
Donc, c'est 40 questions pour l'anglais et 40 questions pour la LV2. Nous, au sein de la prépa, on ne prépare pas la LV2 parce qu'il y a 10 LV2 qui sont proposés. Il y a l'espagnol, il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a l'arabe, le chinois, le russe, l'hébreu, etc. Et donc, du coup, on propose le portugais. On ne propose pas toutes ces langues. Et de toute façon, souvent, c'est des petits coefficients, les coefficients de la LV2. Donc, nous, on va se concentrer sur l'anglais avec nos étudiants, mais on pourra leur donner de la matière pour s'entraîner aussi sur leur LV2 en dehors des cours. Vous avez aussi des épreuves de synthèse à Access et à Sésame. Donc, pour Access, ça s'appelle la synthèse de documents. Pour Sésame, c'est l'analyse documentaire. C'est un peu les épreuves, euh, comment dire, rivales. Elles ont toutes les deux un format différent, mais elles ont des similitudes. La première similitude, c'est que pour les deux épreuves, vous allez avoir un gros corpus de documents. Donc, souvent, ça fait entre 20 et 25 pages pour Sésame, mais entre 15 et 20 pages pour Access. Et les corpus de documents que vous avez, ils sont sur un thème précis. Donc, par exemple, il y a une année, c'était sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, vous allez avoir une vingtaine de textes sur l'intelligence artificielle. Et dans les différents textes, que ce soit pour Access ou pour Sésame, hein, vous allez avoir, comment dire, des articles de journaux, des essais philosophiques, des déclarations, des images à commenter, des déclarations d'hommes politiques, ce genre de choses-là, qui vont être des lois, qui vont être parmi les documents. Et à chaque fois, en fait, ça va exposer des facettes de l'intelligence artificielle, par exemple, dans notre cas. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ce dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a en fait des sujets qui reviennent souvent et des points de vue qui reviennent souvent. Et en fait, votre rôle, ça va être de comprendre quels sont les différents points de tension qu'on retrouve au sein du sujet. Et pour Sésame, vous allez devoir répondre à des questions dessus. 3 types de questions: questions de repérage, questions d'analyse, questions de synthèse. Si vous avez des questions plus précises dessus, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Et pour Access, vous devez juste rédiger une synthèse de 350 mots. Donc, ça fait à peu près une demi-page écrite à l'ordinateur ou une page manuscrite. Donc, c'est très, très court. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent, enfin, vous avez 20 pages écrites tapées à l'ordinateur et ça doit tenir sur une demi-page après. Donc, c'est une page manuscrite en réalité pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Et donc, du coup, ça, c'est les 350 mots. Et ce que je voulais vous dire en plus dessus, oui, c'est que selon moi, après, c'est une approche personnelle, je trouve que l'épreuve de Sésame est un petit peu plus dure parce que la contrainte de temps est plus forte. 2 heures pour un corpus de documents qui est très gros, même si on ne rédige pas, c'est très court. Après, pour Access, vous allez avoir besoin de faire un plan, de rédiger, de vous relire. Les fautes d'orthographe, il faut faire attention à ne pas faire trop d'orthographe, vous allez être un petit peu pénalisé sinon. Mais c'est possible d'avoir 20 à cette épreuve. L'année dernière, on a eu des étudiants qui ont eu 20 à l'épreuve de synthèse, hein. Après, vous avez les épreuves écrites, donc l'épreuve de raisonnement. Pour Access, c'est raisonnement logique et mathématique. C'est l'épreuve la plus importante pour entrer à l'IESEG ou l'ESCA. C'est coefficient 9, alors que le raisonnement, la synthèse de documents, ça va être plutôt 6 ou 7. Et l'anglais, ça va être 4 ou 5. Donc, coefficient 9 pour cette épreuve-là. Donc, il ne faut pas la rater. Raisonnement logique et mathématique. Vous avez 3 parties. Une partie raisonnement logique, une partie mathématique, une partie problème. La partie mathématique, elle va reprendre le programme, un petit peu de ce que vous faites en maths complémentaire. Ça va aller plus loin dans la difficulté des questions, mais en termes de programme, ça va être à peu près ça. Pour le problème, souvent, on vous amène des nouvelles notions que vous ne connaissez pas et vous êtes censé, on va vous expliquer comment utiliser ces nouvelles notions et après, il va falloir les mettre en application. Donc, par exemple, l'année dernière, ils ont introduit les matrices et après, il y avait des petits calculs de matrices simples à faire et donc, du coup, il ne faut pas perdre ses moyens et être capable de comprendre sur le moment ce qu'on va vous demander pour pouvoir l'appliquer dans les exercices. Souvent aussi, par exemple, ils ramènent des petits concepts liés à la géométrie ou liés à l'économie souvent. Donc, peut-être des calculs de rentabilité, ce genre de choses-là. Ils vont vous expliquer comment calculer les différents ratios, euh, enfin, quelles sont les différentes choses à faire, et après, ça va être à vous d'appliquer. La partie raisonnement logique, ça va faire appel à d'autres compétences. Donc, avoir une bonne base mathématique, c'est important, un bon socle mathématique, mais il va falloir être capable aussi d'aller chercher d'autres formules et comment dire, d'autres manières de faire. Le nombre de possibilités est assez fini, et donc, du coup, en fait, nous, on peut vous apprendre toutes les choses à savoir hein, pour la partie raisonnement logique sans problème. Ça, c'est un exemple d'exercice de raisonnement logique. Et pour résoudre ce type d'exercice-là, je vais vous envoyer les slides hein, de toute façon.
Je vous invite à essayer de le faire chez vous si vous le souhaitez. Si vous ne connaissez pas les diagrammes de Venn, ce qui n'est pas au programme du lycée, c'est très très dur à faire, ce type d'exercice. Avec un diagramme de Venn, c'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez aussi, en fait, il y a eu un cours gratuit qui a déjà eu lieu sur les diagrammes de Venn, qui a été enregistré et qui est disponible sur notre plateforme. Si vous voulez, sur la plateforme, il y a des cours qui sont gratuits, les cours gratuits sont disponibles pour tout le monde. Si ça vous intéresse, dans le mail que je vous enverrai demain avec le replay de la session, avec les slides de la session, je pourrais vous rajouter aussi l'accès pour notre plateforme et vous aurez accès aux cours gratuits. Et il y a quelques cours gratuits, il y en a 4 ou 5, dont le cours sur le diagramme de Venn, où on vous apprend à résoudre exactement ce type de problème. Donc même pour vous entraîner tout seul, ça va vous aider de faire les 4-5 cours qui sont disponibles gratuitement. Ensuite, donc pour le concours Sésame, la partie raisonnement, je vous ai dit avant, ça s'appelait raisonnement et compétences. Maintenant, en fait, dans la partie raisonnement, moi, je réunis les mathématiques, le français, les compétences digitales, que ce soit pour la partie raisonnement d'Access, donc raisonnement logique et mathématique, ou la partie mathématiques, français, compétences digitales. On a des cours hebdomadaires qu'on donne à partir du 6 novembre pour les étudiants jusqu'au concours. C'est moi le prof de ces cours-là. Okay, c'est moi le prof de ces cours-là. On fait aussi ça sous la forme de stage intensif. Ce ne sera pas du tout nécessairement moi le prof. Mais pour les cours hebdomadaires, c'est moi l'enseignant. Et donc, c'est vraiment ma spécialité. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien en parler, que je prends le temps aussi dessus. Donc, pareil, je vous expliquais le format pour les mathématiques, le français, les compétences digitales. Et là, vous avez une question type que vous pouvez, pardon, la partie mathématique. Si vous voulez, je vous laisse le temps de la lire et je vous expliquerai après rapidement comment on fait pour résoudre ça. Donc, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. Ça, c'est vraiment typique, hein. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? L'erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est ils disent 100 km à l'aller, 25 au retour. J'additionne les deux, je divise par 2. La vitesse moyenne, 62,5 km/h. Donc 100 plus 25 divisé par 2. C'est faux. La vitesse moyenne va toujours être inférieure à la moyenne des vitesses. Donc 62,5 km/h, c'est la moyenne des vitesses. Mais comme on va rouler plus longtemps à 25 km/h qu'à 100 km/h, en réalité, ça va baisser notre vitesse moyenne. Si on faisait 1 heure à 25 et 1 heure à 100, là, notre vitesse moyenne, ce serait 62,5. Sauf que si notre trajet fait 100 km et qu'on va à l'aller à 25 km/h, on mettra 4 heures. Et au retour, on mettra 1 heure. Donc, en tout, on aura fait 100 plus 100 km à l'aller et 100 au retour, donc 200 km en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. 200 divisé par 5, c'est 40 km/h, en fait, notre vitesse moyenne. Donc, c'est la réponse A. Voilà, je vous l'ai fait un petit peu rapidement, mais en tout cas, il y a plein de techniques comme ça qui sont importantes à savoir. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper intuitif, mais quand on a la bonne méthodologie, c'est assez facile à faire au final. Donc ensuite, il y a l'épreuve de culture générale, donc les enjeux contemporains pour Sésame. En fait, au concours Access, on a une vraie épreuve de culture générale pour l'ESCA, mais elle intervient au moment des entretiens. C'est à peu près le même programme que pour les enjeux contemporains, avec quelques connaissances en plus. La difficulté pour l'épreuve d'enjeux contemporains, c'est que comme c'est sur les actualités des 10 derniers mois, vous ne pouvez pas vous entraîner avec les annales des années d'avant. Okay, donc, vous êtes obligé de suivre l'actualité ou, à minima, de suivre notre cours d'enjeux contemporains pour nos étudiants. Donc là, ça, c'est un exemple de question. La question, c'est, si vous lisez toute la question c'est qu'est-ce qu'une licorne en économie à la fin? Et une licorne en économie, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Voilà. OK. Donc, une fois que maintenant, je vous ai présenté un petit peu toutes les matières, je regarde, il est quelle heure pour voir si je ne suis pas trop long. Excuse-moi. OK, 20 heures. Du coup, pour se préparer seul au concours, il y a plusieurs choses que je vous recommande. La première, très importante, si vous passez le concours Sésame, c'est télécharger l'application Sésame 2024. Quand vous allez sur le site de Sésame, vous pouvez y avoir accès. Ça coûte 100 € d'avoir l'accès à cette application. Et si vous vous inscrivez, ensuite, ils déduisent les 100 € du montant des frais de scolarité à payer. Donc, ça veut dire que, en gros, ça vous revient, ça revient gratuitement, entre guillemets. L'application, elle est déjà disponible. Les inscriptions, vous pouvez les faire au moment où Parcoursup ça ouvre. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire tout de suite. Mais du coup, vous pourrez déduire ces 100 € plus tard.
Pour Access, il y a les annales qui sont disponibles sur le site, donc ça peut vous aider à vous préparer. Malheureusement, les corrigés ne sont pas hyper détaillés. Alors que pour l'application du concours Sésame, les corrigés sont assez bien détaillés, moi je trouve. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de questions. Franchement, il y a assez peu de questions. En compétences digitales, il y a 10 ou 20 questions actuellement pour la nouvelle matière. Et pour les épreuves de mathématiques, il y a très très peu, il y a un peu aussi. Donc vous allez vite tourner en rond, mais en fait, ça reprend les exercices des annales précédentes et ça va quand même vous donner un bon aperçu de ce qu'est le concours Sésame. Et c'est pas mal pour s'entraîner. En tout cas, c'est un bon soutien. Ensuite, il y a des livres aussi qui existent. Moi, je trouve mes préférés, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Access. Alors, on n'attendait pas des merveilles des livres parce qu'en fait, ils ne sont pas mis à jour très régulièrement. Et donc, c'est les mêmes exercices depuis toujours. Et parfois, du coup, c'est pas très, comment dire, c'est plus hyper fidèle au concours qu'on a aujourd'hui. Par exemple, dans les exercices du concours Sésame, ils vont reprendre des exercices aussi du grand manuel du Taj parfois, en changeant un petit peu le format. Donc, du coup, c'est pas parfait, mais il y a une partie cours qui peut être intéressante dans les livres, et puis ça vous fait des exercices d'entraînement plus qui sont intéressants quand même. Après, vous pouvez aussi suivre des comptes Instagram ou des chaînes YouTube qui peuvent vous aider. Donc, pour l'anglais, moi, j'aime bien BBC Learning English. Ça va vous apprendre des choses qui vont être utiles pour les écrire en anglais. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est top. Moi, je trouve ça vraiment super. Sur Prépa Campus, on fait aussi des revues d'actualité. Et donc, ça peut aussi vous aider. Et pour la partie raisonnement, sur Prépa Campus, on a pas mal d'exercices sur notre compte Insta qui peuvent vous aider. On en met régulièrement. Et sinon, la chaîne YouTube, donc, ils ont aussi un compte Instagram, mais la chaîne YouTube de Ed Academy est vraiment intéressante aussi. Ils vous donnent pas mal de techniques en mathématiques qui peuvent vous servir aussi pour les concours, sincèrement. Et faut dire que voilà, moi, je trouve qu'ils travaillent très bien et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc, c'est pour ça que je les recommande. Et ensuite, pour les étudiants de la prépa, nous, on a beaucoup de contenu qu'on peut vous fournir. Et on a donc aussi notamment une plateforme où où il y aura plein d'exercices, plein de cours qui sont enregistrés, qui sont mis à votre disposition. Et il y a tout ce qu'il faut pour vous préparer. Et aussi, vous avez, pour tous les étudiants de la prépa, vous avez donc mon contact personnel aussi, et vous pouvez me demander des exercices très spécifiques si vous avez besoin, en plus de ce qui est sur la plateforme. Et moi, si vous voulez, j'ai comment dire, une banque d'exercices qui est énorme. Tout n'est pas sur la plateforme, et donc je peux vous fournir exactement ce dont vous avez besoin. Quand vous me le demandez, je suis très réactif, donc dans la journée, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ok, donc si jamais vous souhaitez vous préparer avec Prépa Campus, avec nous, on a des formules pour Sésame, des formules pour Access et des formules pour ceux qui souhaitent faire Access et Sésame. Donc, dans toutes les formules, il y a des stages qui sont inclus. Les stages, vous êtes toujours en tout petit comité, on est les seuls à faire ça. Vous êtes 3 maximum par cours. Pour l'anglais, pour la synthèse, pour la partie français et compétences digitales aussi. Et vous êtes 2 pour la partie mathématique ou pour la partie raisonnement, enfin pour le mathématique de Sésame ou raisonnement logique et mathématique d'Access, vous êtes que 2, ok, pour les stages. Euh, donc, ça nous permet en fait d'avoir une approche qui est très personnalisée et donc du coup, on va comment dire, on va vous préparer. On va passer du temps, en fait, pendant les stages, pardon, sur les points qui vous posent des problèmes. Les choses que vous maîtrisez, on va aller vite dessus. Les choses sur lesquelles vous avez des difficultés, on va pouvoir prendre le temps. Même s'il vous manque des bases, on va pouvoir reprendre les bases qui vous manquent. Et en fait, on va vous faire un programme sur mesure à chacun d'entre vous. Et c'est ce qui nous permet d'être sûr qu'à la fin, vous serez vraiment prêt. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a une garantie admissible ou remboursée. Et notre garantie admissible ou remboursée, il y a d'autres prépas qui la font, mais pas comme nous. C'est-à-dire que dans les autres prépas, on vous dit c'est admissible ou remboursé, mais vous devez mettre au moins 5 écoles parmi telle école, telle école, telle école, telle école. Et comme je vous ai dit, par exemple, pour le concours Sésame, il y a des écoles qui sont faciles à avoir. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez mettre 5 écoles, mettez vos 5 préférées seulement. OK. Si vous n'êtes pas admissible aux entretiens, si vous êtes admissible aux entretiens d'aucune de ces 5 écoles, on vous rembourse toute la prestation. Et donc, en fait, la seule chose qu'on vous demande en contrepartie, c'est d'être présent à vos stages. Ou si vous choisissez l'option A, au cours hebdomadaire. Donc, l'option A, c'est que vous n'avez pas des stages de mathématiques, français, compétences digitales, mais vous venez au cours hebdomadaire que je donne. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir un suivi sur toute l'année. OK. Pareil pour ceux qui font raisonnement logique et mathématiques. Vous avez en fait 3 créneaux qui sont prévus dans la semaine d'1 heure pour Access, 3 créneaux pour Sésame. C'est les lundis, mercredis, vendredis. Et en fait, si vous préparez le concours Access, vous avez accès au créneau d'1 heure du lundi, mercredi, vendredi. Vous venez une fois par semaine, ça suffit pour faire tout le programme. Et vous allez avoir tous les autres cours
de toute façon, vous pouvez venir, mais sinon, vous allez les avoir en replay. Et en fait, les cours qui sont faits les autres jours, ben, en fait, on va refaire la même chose que le lundi, mais avec des exercices différents et pas dans le même ordre. Ce qui fait que le cours de géométrie, si on fait le lundi 6 novembre, ben, peut-être qu'on fera le mercredi en janvier, mais avec des exercices complètement différents. Et donc, du coup, vous pourrez vous entraîner sur ces exercices-là et peut-être regarder juste la correction en vidéo sur les questions que vous avez faux. Pareil pour Sésame, vous avez 3 créneaux d'une heure dans la semaine. Et donc voilà, c'est moi le prof pour les cours hebdomadaires. Pour les stages, vous pouvez les faire soit en présentiel, soit à distance. Les stages en présentiel, c'est au métro République à Paris. À distance, c'est par Zoom. Et donc, du coup, pareil, vous n'êtes que trois. On a des aussi bons résultats en présentiel qu'à distance. Et en fait, la dernière particularité de Prépa Campus, c'est qu'on est très proche de nos élèves. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai gardé contact avec Quentin même quelques années après. Et en fait, ça vient du fait que, bah, comme on vous voit en tout petit comité, eh ben, on vous connaît personnellement. Donc, moi, je connais personnellement tous les étudiants de la prépa. Et ensuite, à la fin de chaque stage, par exemple, j'appelle les parents pour vous faire un débriefing et vous dire comment ça s'est passé dans chaque matière et quelles sont les choses que vous pouvez continuer à travailler de votre côté. Si vous avez besoin de contenu, je vous envoie le contenu qui va avec, etc. Et tout au long de l'année, je vous suis et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions sur les concours et sur les écoles. Et si vous avez des questions dans les autres matières qui ne sont pas les miennes, vous avez aussi le contact perso de tous vos profs et vous pouvez les contacter en dehors des cours, même après vos stages. Voilà. Et donc, du coup, bah, ceux qui parlent le mieux de nous, c'est nos élèves. Donc là, je vous ai mis juste vraiment les 6 derniers avis qu'on a reçus. Donc, qui datent il y a 4 mois, c'est quand en fait, les gens ont fini leur concours, ont eu leurs résultats en juin dernier. Et en fait, si vous allez vraiment, je vous invite à aller vraiment sur la page de Prépa Campus, de lire les commentaires. C'est notre meilleure pub, je pense. Que des avis qui sont vraiment hyper positifs, les gens qui sont très contents. Et donc, bah, c'est une fierté pour nous. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça devrait vous convaincre de venir vous préparer avec nous. Donc, du coup, voilà, j'en ai fini un petit peu avec notre présentation. Je vous invite à poser maintenant vos questions peut-être dans le chat. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des choses que vous voulez savoir en plus, c'est maintenant que vous pouvez poser toutes vos questions. Ok, Quentin, tu me donnes les questions au fur et à mesure, comme ça je peux répondre et en étant concentré sur la réponse. Yes, t'inquiète pas, je réactive ma petite caméra. Et voilà. Alors, une première question de T. Donc, on demande de préciser l'attrait du BBA comparé au programme Grande École. Alors, juste Quentin, toi, pourquoi tu as choisi un BBA? Après, je donnerai ma réponse. Alors moi, j'ai choisi un BBA. Alors, c'était pas n'importe quel BBA que je voulais le BBA de l'ESSEC ou alors celui de l'EDEC pour avoir un bon nom en bachelor, pour ensuite pouvoir rebondir sur un excellent master, sans passer par la classe préparatoire. Mais si je n'avais pas été en mesure d'obtenir soit celui de l'EDEC, soit celui de l'ESSEC, je pense que je serais parti en classe préparatoire. Ok. Moi, de mon côté, ce que je pense, c'est que faire un BBA, ça peut être très intéressant quand on souhaite aussi avoir un parcours international rapidement. En fait, quand vous faites un programme grande école, souvent la partie internationale, elle intervient au bout de 3 ans. Et que le BBA, ça peut être plus rapide. Et vous avez aussi la possibilité en fait de rentrer dans la partie vraiment études de management assez rapidement en fait. Je dirais que enfin, dès la première année, vous pouvez avoir des cours de compta, des cours de finance, de marketing, etc. Alors que quand vous faites un programme grande école, souvent, vous allez avoir pas mal de cours théoriques au début. Et donc, ça va renforcer vos bases, hein, le fait de faire cette partie théorique, mais il y en a qui préfèrent aller directement plus dans l'opérationnel. Et donc, du coup, vous allez plus rapidement en stage, plus rapidement à l'étranger, plus rapidement dans les cours de management. Et en fait, ça ne vous empêche pas après de faire votre master. Et donc, bah là, quand on regarde par exemple le cas de Quentin qui est en double diplôme avec Berkeley, c'est top au final ce qu'il propose, ce qu'il Et fait. puis pour rebondir sur la partie dont tu parlais, enfin, l'international, je sais que c'est le cas dans d'autres BBA, mais à l'ESSEC, c'est très facile d'avoir une grande partie de son parcours à l'international. Déjà, on peut faire 1 ou 2 semestres en fonction de son classement sur le campus de Rabat ou de Singapour. Et en plus, on a au moins un échange de 6 mois. Ouais, le Lyon, tu as la même chose. Tu peux aller à Shanghai notamment. Ils ont d'autres campus. Pour le Normandie, Et, c'est vraiment 5 ans, mais ils ont leur campus à Oxford, etc. En fait, il y a beaucoup de possibilités hein, pour aller à l'étranger, en plus des échanges. en plus, c'est bien ça. Et puis, l'ESCAD dont tu parlais pour le concours Access, ils ont aussi un campus à Shanghai. Tout à fait, ouais.
le Lion et l'Escar. Alors, vas-y, question suivante. Alors, Ilan nous demande quelles sont les dates des stages. On- Et il Alors, pour les parle de stages, Noël, de février. pardon? Ouais, Noël et février, pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de février, pendant toutes les vacances scolaires. Donc, première semaine, deuxième semaine de vacances. Alors, pour le stage de Noël, c'est du mardi au samedi parce qu'en fait, il y a Noël, Noël, ça tombe un lundi et le jour de l'an, ça tombe un lundi. Donc, on n'est pas méchant, on ne vous donne pas cours le jour de Noël et le jour de l'an, enfin, le premier jour de l'année. Et donc, du coup on a un décalé du mardi au samedi. Pour les vacances de février, c'est sur les 2 semaines de vacances de Paris. Plus, on rajoute une semaine, une troisième semaine de stage, mais qui est que à distance, parce qu'il y a, selon les zones, vous avez soit une semaine en commun avec Paris, soit 0 semaine en commun. Donc, en gros, je crois que c'est la zone A où on fait que votre première semaine. Pour les zones B et C, on couvre vos 2 semaines. Et les cours hebdomadaires, ça commence le 6 novembre. Donc, ça commence très bientôt, ça commence dans 10 jours, en fait, pour ceux qui choisissent l'option avec les cours hebdomadaires. Et d'ailleurs, personnellement, ma recommandation, c'est de plutôt partir sur une option avec les stages d'anglais d'analyse documentaire, le module d'enjeux contemporains, pour Sésame par exemple, mais l'option cours hebdomadaire plutôt que l'option full stage. Parce que ça va vous donner en fait une régularité dans le temps, ce qui fait qu'en fait, vous allez progresser, vous allez pouvoir progresser au fur et à mesure et vous allez pouvoir prendre de l'avance dès le mois de novembre. Maintenant, si en fait cette composition elle vous correspond moins, l'option full stage elle marche très bien et elle marche tellement bien que en fait on est aussi sur ce cadre d'admissible remboursé, hein, évidemment. Pour accès, c'est pour Sésame. Du coup, tu viens aussi de répondre à la question de Carmen qui demandait quand commençaient les stages. Ensuite, Christine nous demande, Alors, pardon, excuse-moi, Quentin, juste je précise, il y a des stages aussi, en fait, pendant les vacances de la Toussaint. Le seul truc, c'est que là, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, en fait, de ne pas commencer aux vacances de la Toussaint. Si vous commencez avec les cours hebdomadaires le 6 novembre, c'est amplement suffisant. Si vous commencez avec les stages en décembre, vous n'êtes pas en retard, vous êtes dans les temps. Christine nous demande de préciser les différences entre l'option A et l'option B pour la préparation. Alors, pour Sésame, dans l'option A, les cours de mathématiques, français et compétences digitales, c'est des cours hebdomadaires qui sont à distance. Vous avez 3 créneaux par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, et je suis l'enseignant. Tous ces cours sont enregistrés et disponibles sur notre plateforme en replay. Pour ceux qui ne les ont pas vus en live, vous avez accès à tous les cours, hein. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de venir à au moins un cours par semaine. Comme ça, vous êtes sûr de faire tout le programme. Donc, vous venez, par exemple, si vous venez tous les lundis, vous êtes sûr de faire tout le programme. Pareil le mercredi, pareil le vendredi. Et si vous choisissez l'option B, en fait, bah, au lieu d'avoir toute une régularité au cours de l'année, vous allez être en plus petit comité, mais sur une semaine intensive. Donc, pour les mathématiques, vous allez avoir une semaine. Alors, les cours de mathématiques, c'est les seuls avec raisonnement logique et mathématiques, où vous êtes 1 heure, c'est des cours d'1 h 30. Donc, vous allez avoir 5 jours, 5 cours pendant une semaine de stage, avec 1 h 30 de mathématiques tous les jours. Et vous allez avoir 5 cours de 2 heures de français et compétences digitales. Donc, si vous faites l'option 2, vous avez un stage de mathématiques et un stage de français et compétences digitales. Donc, un stage de 7h30 de maths et de 10 heures pour français et compétences digitales qui viendra remplacer les cours hebdomadaires. OK. Pour Access, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une fois mathématiques, une fois français et compétences digitales, vous avez 2 stages de raisonnement logique et mathématiques qui viennent remplacer les cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématiques du concours Access. Et sinon, dans les 2 options, vous avez le stage anglais, le stage de synthèse ou d'analyse documentaire. OK. Et donc, pour Access et Sésame, c'est la même chose. C'est soit, en fait, vous faites tout sous forme de stage, soit vous prenez les cours hebdomadaires d'Access et de Sésame. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me redemandez, je refais une explication. La question C'est clair, suivante, Quentin, ou c'est pas? de quoi? C'est clair ce que j'ai expliqué, Quentin, ou pas pour toi? Moi, je trouve que c'est plutôt clair. OK, bon, merci. Ouais, autre question? Ensuite, on nous demande le prix des concours et s'il est conseillé de faire les deux concours. Alors, en fait, si vous nous avez arrêté les mathématiques et que vous n'avez pas un crush, que vous n'êtes pas amoureux d'une école d'Access, je vous conseille de faire que Sésame. Si vous n'avez pas arrêté les mathématiques, je vous conseille de faire Access et Sésame. Euh, c'est complémentaire et ça vous servira de toute façon ça vous servira pour vos études et même pour cette année, hein, de faire les 2 concours. Et donc, je vous conseille de faire les deux. Pour vous donner un chiffre, je dirais que 60% des étudiants, ils font Access et Sésame. 30% des étudiants font que Sésame parce qu'ils ont arrêté les mathématiques et qu'ils ne veulent pas faire Access.
Et il y a 10% qui font que Access parce qu'en fait, ils veulent par exemple que l'IESEG ou que l'ESCA. Souvent, c'est que l'IESEG. Et donc, c'est à peu près ça la répartition. Mais donc, moi, je vous recommande plutôt de faire les deux si vous continuez les mathématiques. Et le prix pour s'inscrire, si je ne dis pas de bêtises, c'est 290 euros pour Sésame, 295 euros pour Sésame et 195 euros pour le concours Access. Ça, c'est pris pour s'inscrire. Et vous payez moitié prix si vous êtes boursier. Et dernière chose aussi, parce qu'on me le demande souvent, je le précise, je sais que ça n'a rien à voir avec la question. Si vous avez un enfant qui a un tiers-temps, vous pouvez demander le tiers-temps pendant les concours. Et je vous invite même à le faire parce que c'est des épreuves quand même pas mal de vitesse. Et en fait, avoir un tiers du temps en plus, c'est un super avantage. Juste pour revenir sur un détail dont Johan parlait, que la plupart des gens vont viser l'IESEG sur le concours s'ils visent que le concours Access. Euh, En tout cas, moi, je viens d'un lycée breton et beaucoup de gens veulent faire l'ESCA, donc qui est pas très loin, donc à Angers. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été pris, en tout cas dans mon lycée, qui ont été pris à l'IESEG, mais qui voulaient uniquement l'ESCA. Ça arrive, c'est peut-être plus Ouais, non, localisé par rapport à mon lycée, mais c'est régulier en fait. Sur 10 personnes, il y en a qui ont le choix entre l'IESEG et l'ESCA, il y en a 8 qui prennent l'IESEG et 2 qui prennent l'ESCA. Ça veut dire que, en fait, c'est pas aussi discriminant que par exemple pour HEC et pour l'ESSEC. Par exemple, pour HEC et l'ESSEC, sur 100 étudiants qui ont HEC et l'ESSEC, il y en a 99 qui prennent HEC, un qui prend l'ESSEC. Tu vois? Donc c'est hyper rare. En fait, c'est même moins que ça. C'est sur 400 étudiants, il y en a 399 ou 398 qui prennent HEC et un ou deux qui prennent l'ESSEC. Mais là, C'est pas le on même parle ratio. bien donc de programme post-classe préparatoire, parce qu'HEC n'est pas accessible en Oui, post-bac. oui, non, je parle pour des étudiants qui ont fait une prépa. Mais c'est pour donner une comparaison, un comparatif. Alors, ensuite, Maud nous demande quelles sont les spécialités du lycée conseillées pour réussir les concours. Euh, Prendre l'option maths complémentaire, c'est bien. Hmm. Et après, c'est ouvert. Faire plus d'anglais, c'est toujours un avantage qu'il y a des épreuves d'anglais, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, si vous faites des spécialités avec des langues, c'est bien. Et sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui font l'aspect économie, mais ça leur servira quand ils seront. Ça ne vous servira pas spécialement pour les concours. Moi, Ok. c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mathématiques, anglais, donc c'était langue, littérature, culture étrangère, et SES. Donc, j'ai eu maths complémentaire en terminale. Je pense que j'aurais peut-être dû garder maths en spécialité, mais ça reste pas un gros handicap quand on fait maths complémentaire. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, Steph Douzo nous demande si tu prépares aux oraux. Oui, oui, bien sûr, on prépare aux oraux. En fait, je n'ai pas trop parlé de la préparation aux oraux parce que le plus dur, c'est de réussir les écrits. Mais en fait, après la préparation aux oraux, on a un programme qui est entre 3, 4, enfin en 3 cours ou 5 cours. Ça dépend des étudiants. On a 100% de réussite depuis plusieurs années. Donc, normalement, c'est un étudiant sur deux qui est pris aux entretiens qui passe. Nous, on fait un sur un. C'est 100% des étudiants qui réussissent les entretiens. Pas pour l'EDEC, mais pour toutes les autres écoles. Parce que le BBA de l'EDEC, comme je dis, ils prennent énormément de gens aux oraux. En fait, c'est sur dossier, ils prennent beaucoup de gens aux oraux. Et après, ils prennent très peu de gens à la fin. Donc, du coup, il faut vraiment, parfois, si votre dossier est moyen, il faut avoir 20 pour pouvoir être pris. Et en fait, même si vous avez 16 ou 17, vous pouvez tomber court. Et donc, du coup, ça, c'est pas garanti pour le billet de l'EDEC, même si on a beaucoup d'étudiants qui sont pris au billet de l'EDEC. Et en fait, on est les seuls à faire ça, parce que c'est pas très rentable, hein, mais c'est ce qui marche le mieux. Mais on fait des préparations aux oraux qui sont individuelles. Et la plupart des préparateurs, ils sont soit jury, soit ils ont été jurys en école, soit en prépa. Et donc, du coup, c'est des très, très bons profils. Et le coût d'une séance individuelle pour se préparer aux entretiens, c'est 120 euros. La séance, elle dure 1h30, 2 heures. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'EDEC, moi j'ai connu en tout cas une personne qui avait un dossier très médiocre, mais qui était exceptionnellement bonne donc à l'oral et qui a été prise au BBA de l'EDEC. Ouais, ils prennent énormément de gens. Ils font pas un gros filtre en fait sur le dossier, mais après, à l'oral, il y a énormément de gens qui vont aux oraux et au final, ils écrament à fond à ce moment-là. Alors, prochaine question, c'est de Christine encore, peut-on préparer le concours en première et le garder pour l'année après le bac? Alors, vous pouvez, mais c'est pas ce que je vous recommande spécialement. Si, honnêtement, ça se prépare bien sur un an. Ça sert à rien de s'y prendre trop tôt.
Nous, on commence les cours en novembre parce que c'est tôt s'y prendre en septembre. OK? Donc, si vous avez envie, ce n'est pas très vendeur ce que je vous dis, mais je préfère être honnête avec vous. Je pense que l'idéal, c'est de commencer la préparation en terminale. Si vous avez envie de le faire dès la première, pourquoi pas, hein, libre à vous. Mais ce n'est pas nécessaire en soi, sincèrement. Voilà, c'est ma réponse. Vous pouvez, hein, moi j'accepterai un étudiant de première, mais ce n'est pas ce que je vous recommande parce que honnêtement, préparez-vous en terminale, ça suffira à être bien préparé. Ensuite, on nous demande combien sommes-nous dans les cours hebdomadaires? Alors, pour les cours hebdomadaires, vous allez être une vingtaine de personnes environ. Et en fait, dès qu'on dépassera ce seuil-là, on ouvrira d'autres cours. Donc là, aujourd'hui, les cours, ça va être à partir du 6 novembre, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et après, en fait, on ouvrira un cours le samedi quand on sera plus de 20. Et après, s'il faut, on ouvrira d'autres cours le dimanche et les autres jours. OK? Le but, c'est qu'on ne soit pas plus d'une vingtaine. Ensuite, Karine nous demande existe-t-il des écoles post-bac accessibles par l'intermédiaire des concours Access et Sésame et publics? Non, ils sont toutes privées. Toutes les écoles de commerce, c'est privé. Par contre, si vous êtes boursier, vous pouvez avoir un tarif qui est plus intéressant. Et en fait, lorsque vous êtes en école, vous pouvez vraiment faire diminuer la note de vos études en faisant une alternance. Donc, l'alternance, en général, c'est limité à 2 ans, la plupart du temps. Et donc, si vous faites un programme BBA en 4 ans, c'est-à-dire que vous allez payer que 2 années sur 4. Si vous faites un programme en 5 ans, vous allez payer 2 années sur 5. Et pendant l'alternance, en fait, l'entreprise paye l'école, mais paye aussi l'alternant. Donc, c'est-à-dire que votre enfant va toucher un salaire ou si vous êtes étudiant, vous allez toucher un salaire. Et donc, du coup, ça fait vraiment une très, très grande différence que vous êtes indépendant financièrement quand vous êtes en alternance. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'étais à l'ESSEC en programme grande école, j'ai fait programme grande école à l'époque, j'étais en alternance chez Hewlett Packard Enterprise, qui depuis, d'ailleurs, la division où je suis, elle a été rachetée il y a presque 10 ans. Et en fait, dans ma division, il y avait 2 alternants de l'ESSEC, mais du BBA d'ESSEC, on gagnait la même chose, c'est-à-dire 1 600 € par mois, plus nos études étaient payées. Et moi, mes études à l'époque, ça coûtait 15 000 € l'année. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un chèque de 30 000 € pour rembourser mes études, plus ils me payaient 1 600 € par mois. Et en fait, ce qui était top dans tout ça, c'est que j'étais 6 mois entreprise, 6 mois en cours, mais j'étais payé sur les 12 mois. Donc, j'étais payé 12 mois, 1 600 € pendant 12 mois, 1 600 € par mois. Donc, même quand j'allais en cours, je recevais mon chèque. Je recevais mon virement. Donc, voilà, ça fait vraiment baisser la note, ça. Ensuite, Maud nous demande d'expliquer ce qu'est un BBA. Donc, un BBA, c'est un programme en 4 ans. Et en fait, c'est calqué sur les programmes anglo-saxons qui sont où les études supérieures durent 4 ans. Et donc, pendant un programme en BBA, vous allez apprendre un petit peu. Ça va être organisé comme un programme anglo-saxon, en fait, si vous voulez. Et donc, du coup, ça vous donne. En fait, vous avez des systèmes de crédit en France. Ce qui fait que, enfin, même en Europe d'ailleurs, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, vous validez les crédits pour une licence, donc un diplôme en 3 ans. Et avec la quatrième année, vous validez des crédits supplémentaires, mais ça ne suffit pas à valider un diplôme de master. C'est pour ça que vous êtes obligé de compléter avec un master 2 qui va vous permettre d'avoir les crédits supplémentaires pour avoir la certification master 2. Le programme BBA, il se différencie du programme grande école par le fait que il est plus court et que donc vous allez rentrer plus vite dans le vif du sujet dans les matières liées au management. C'est plus opérationnel qu'un programme grande école, mais ça peut être tout aussi prestigieux et tout aussi intéressant. Et donc, du coup, vous pouvez faire des très, très bonnes études en passant par un bon programme BBA. Ça ne pose aucun souci. Donc, vous avez les programmes BBA en 4 ans, vous avez les programmes grande école en 5 ans. Parfois, ça ne s'appelle pas grande école, mais vous avez des programmes en 5 ans. Ça, c'est le programme classique, comme vous avez après prépa, etc. C'est ce qu'on dit souvent avec une prépa intégrée, entre guillemets. Et vous avez aussi des programmes en 3 ans, des bachelors. On n'a pas ça dans le concours Sésame, on n'a pas ça dans le concours Access, mais un bachelor, ça donne juste une licence. Voilà. Ensuite, Cécile nous demande est-ce qu'il faut avoir un bon dossier Parcoursup à côté des concours pour entrer dans les écoles que nous souhaitons ou le concours suffit-il pour entrer dans les écoles? Alors, pour Sésame, vous avez une note de dossier, mais elle n'est pas forcément très importante.
En gros, les écoles qui mettent le plus gros coefficient sur votre dossier, ça va être par exemple le BBA de l'ESSEC, ça va être 30% de la note totale. Donc 70%, c'est les épreuves écrites. Pour le BBA de l'ESSEC, en l'occurrence, c'est assez discriminant parce que déjà qu'ils prennent les meilleurs étudiants, si vous avez un dossier qui est moyen, ça va être compliqué comment dire, de compenser ça. Mais maintenant, il y a plein d'écoles où le dossier, c'est 10% de la note. Et donc là, c'est hyper facile à compenser par les épreuves écrites. Les épreuves écrites sont beaucoup, beaucoup plus importantes que le dossier. Pour le concours Access, depuis cette année, ils regardent le dossier, mais pour le moment, il n'y a pas ça n'a pas été communiqué que le dossier allait avoir une importance, allait avoir un poids significatif comparé aux épreuves écrites. Donc même avec un dossier moyen, vous pouvez avoir des très bonnes écoles pour Sésame et pour Access. C'est ça la moralité. Mais il faut Ok, être bon au concours. j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, Johan, que pour l'ESSEC, moi, quand j'avais postulé, c'était 25%. Si je ne me trompe pas, Johan. Ouais, c'était 25-30%, je crois, déjà. Ouais. Mais moi, ce sur quoi j'ai mis l'accent, en tout cas sur mon dossier, c'était pas les notes en soi qui étaient correctes. J'ai vraiment eu des bonnes appréciations. Et je pense que ça a vraiment aidé moi, dans ma note de dossier, parce que je pense que mon dossier est un peu surcoté. Et au-delà de ça, si on a un dossier qui n'est pas incroyable en termes d'appréciation et de notes, je pense qu'en étant excellent au concours, ce qui est envisageable, hein, vu qu'on est contre d'autres personnes qui ont, je pense, pas forcément extrêmement bien préparé le concours, on peut vraiment réussir à compenser un dossier moyen. Ouais, c'est possible. Mais c'est pas facile. Mais bon, après, c'est vrai que vu l'entraînement que vous allez avoir, c'est un entraînement vraiment top qualité, hein. Être en tout petit comité, avoir une régularité comme ça dans le temps, etc. Il y a personne qui propose ça, je crois d'ailleurs, enfin, de manière aussi structurée. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des résultats qui sont exceptionnels. Et je pense que vraiment le fait que ce soit progressif, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence par rapport à des prépas où on n'y va qu'une semaine, par exemple. Et dans le cas, si cette semaine-là, je sais pas, on assimile moins bien pour X ou Y raison, on fout en l'air son concours, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres Ensuite, questions? il y On en a va une prendre encore dernière, peut-être deux, trois questions, après on s'arrêtera, Quentin. pas de souci. Du coup, dernière question, on nous demande si les cours du BBA se font en anglais ou en français. Ça, je pense que je peux répondre. Vas-y, je t'en prie. Alors, en fait, on a deux tracks. Il y a le track anglophone et le track francophone. Déjà, le track francophone, c'est exclusivement pour les étudiants qui viennent du concours Sésame. Anglophone, on peut y accéder via le concours Sésame, c'est le même nombre de places, mais il y a aussi les étudiants étrangers. Et donc, le track anglophone, c'est exclusivement en anglais. Et le track francophone, la plupart des cours sont en français jusqu'au jusqu'à la fin de la deuxième année. Et ensuite, en troisième année, ça variera en fonction des options qu'on choisit. Ouais. Et je rajouterais que ça dépend des BBA. En fait, il y a des BBA où ils ont ou même des programmes d'école 100% anglophones et d'autres où ils proposent parfois des tracks anglophones et parfois sinon des tracks francophones. Donc c'est au choix. Et parfois les cours ils deviennent tous en anglais au bout de la deuxième année ou de la troisième année. Et finalement, la dernière question donc, de Carmen, quels sont les horaires pour les cours hebdomadaires? Alors, pour les cours hebdomadaires, le lundi et le mercredi, c'est de 18h à 19h Access, de 19h15 à 20h15 Sésame. Pour le vendredi, c'est 17h30, 18h30 Sésame, 18h45, 19h45 Access. Donc, je répète. Le lundi et le mercredi, 18 à 19 Access, 19h15 à 20h15 Sésame. Le vendredi, 17h30, 18h30 Sésame, 18h45 à 19h45 Access. Et donc, c'est avec moi et il y a cours toutes les semaines, sauf pendant les vacances scolaires, ou enfin pendant les semaines de stage où il y a stage. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois rien d'autre. Ok, juste je peux rajouter peut-être une dernière chose pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui veulent s'entraîner que sur une matière en particulier, on propose aussi de pouvoir faire son parcours à la carte. Ok, les packages qu'on vous propose, c'est des packages où il y a toutes les matières dedans. Et donc, du coup, bah, c'est moins cher que si vous prenez tout en séparé. Mais si, par exemple, il y a des parties qui ne vous intéressent pas, bah, peut-être, si vous voulez vous entraîner, par exemple, sur une matière en particulier, on propose aussi ça.
Et donc, du coup, il suffit de nous appeler pour demander et après, je vous donnerai toutes les explications. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à m'appeler directement. Vous avez mon numéro sur les slides, vous avez mon mail, etc. Et donc, du coup, je réponds à tout le monde, je réponds à vos questions. Que vous soyez étudiant de la prépa ou pas étudiant de la prépa, je vous explique tout ce que je peux vous expliquer et je ne fais aucune rétention d'informations. OK? Donc, le contenu, il est réservé aux étudiants de la prépa. Les informations, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, ne soyez pas timide et je n'en veux absolument à personne de ne pas passer par la prépa. Donc, si vous avez des questions au cours de l'année, n'hésitez pas à les poser et je prends le temps de répondre. Et je vais vous envoyer le PowerPoint demain. Voilà. Demain, je vous envoie la présentation. Je vous envoie le replay de la conférence. Et je vous enverrai aussi, du coup, le lien vers la plateforme où vous avez des cours gratuits que vous pouvez regarder. Voilà. Si vous souhaitez vous inscrire pour la formule avec les cours hebdomadaires, je vous invite à ne pas trop tarder, étant donné que les cours commencent dans 10 jours. Voilà. Merci à tous. Merci Quentin d'ailleurs pour ta participation. Pas de souci. Écoute, je te remercie de m'avoir invité, Johan. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Plus Movember avant Quoi? novembre. Non, c'est pour les photos pour l'ambassade américaine. Ah, stylé. Je voulais pas avoir de barbe en fait, parce qu'on m'a dit que ça passerait pas. Du coup, j'ai rasé tout le bas et petite moustache, voilà. Regarde la moustache pour le kiff. T'as raison. Ouais, c'est Et tu ça. pars quand? Je pars début juin, pardon, début janvier si j'ai mon visa. Et tu pars pour un an? Ouais, c'est ça. Trop bien. C'est compliqué à avoir le visa? Ah ouais, c'est très 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 long, hein. Si tu fais des études aux États-Unis, c'est atroce. Purée, mince. Pose Ok. des questions, mais Bon, bonne chance alors. merci. On se tient au Bon courant de toute bah, façon pour la suite. Ok? bon, On bon reste en bah, contact. bon allez, Salut. bonne chance pour ces conférences. Ciao. Merci, bye bye. Salut. Bye.